Aujourd'hui, je vous ai emmené voir deux personnes extraordinaires, deux frangins qui ont monté un projet en plein milieu d'un bout de forêt dans le sud de la France. Un truc incroyable, vous allez voir. Allez, on y va. Le restaurant s'appelle Pétanque et Poulet Bicyclette, en plein milieu d'un village qui s'appelle Saint-Ferriol. Bon, on vient de rentrer, on vient de passer sur un chemin privé. Et maintenant, on voit toujours pas le resto, mais on va avancer. Je sais pas, regarde par là-bas. Ça y est, on commence à rentrer, un peu plus de verdure, un peu plus d'arbres. Voilà. Salut, ça va? Ça va vous? Ouais, ça va bien, ça va bien. Le frangin, il devrait pas tarder, je pense. Ouais, du coup, je vous présente Sébastien et Jean-François, qui sont les personnes dont je vous ai dit, qui sont partis de Saint-Ferriol et qui ont monté un projet ici en plein milieu d'une petite forêt, sur le dos du colline. Et tout simplement, si vous pouvez vous présenter qui vous êtes et surtout qui vous étiez avant ce projet. D'accord. Ben, c'est simple, on est deux frères perdus dans la forêt. On a toujours travaillé ensemble, hein. Ça c'est vrai. Et avant d'être ici, on avait une société de transport, on était routier, quoi. C'était pas un métier qui nous passionnait, donc à un moment donné, on a arrêté, on a dit qu'il faut faire autre chose parce qu'on en avait marre. Donc c'était votre propre boîte ou vous bossiez? On était transporteur, ouais. C'était transporteur, c'est notre propre boîte. Ok. On était un peu bloqué dans le camion, tu vois, on voyait personne. Un métier très solitaire. Quand on a voulu changer, on s'est dit qu'on voulait voir du monde. Donc la restauration, on s'est dit, c'est quand même l'idéal pour la relation humaine. Ouais, donc du coup, en tant que routier, vous avez fait ça pendant combien de temps, François? 15 ans de route. En semi-remorque quand même. Hein, sur des autoroutes, des zones industrielles et des grandes villes. Génial. Donc on est quand même mieux là, quoi. Dans la forêt, dans la nature. Et du coup, c'était quoi un peu la transition à vous dire, ok, c'est simple, hein, dépôt de bilan parce que on avait ras-le-bol. Moi, j'ai eu un accident, j'étais malade. Ouais. Et du coup, on a arrêté la société. Bon, on n'a pas eu de dette, mais on s'est retrouvé à zéro après 15 ans de travail, quoi. Ok. Voilà, on est reparti. Même pas de revente, rien de tout ça. C'est vraiment, vous avez clôturé. Dépôt de bilan. Et quand je suis revenu d'Amérique du Sud, on a voyagé un peu. Et il nous restait, j'ai voulu retirer 20 € à la banque, j'ai pas pu, il me restait 10 € quand j'ai attaqué le projet ici. 10 €? Ouais, 10 €. C'est ça. Bon. Moi je pense que j'étais à zéro, quoi. On est revenu à sec. On a dépensé les derniers sous qu'on avait, on les a dépensés en voyageant, et quand on est revenu, on s'est dit, on avait quand même ce bout de terrain. C'était un terrain agricole. Hein. Ouais, donc ça, c'était un terrain familial. Familial, voilà. Familial. Le bassin, c'est mon père qui l'avait creusé à l'époque pour irriguer. Mais c'était pas étanché, rien du tout. C'est un trou dans la terre rouge. Et nous, quand on l'a repris, en fait, c'est un trou plein de ronces, quoi. Il y avait rien, quoi. Ok. Il y avait un chemin qui avait été vite fait au bulldozer, là. Mais c'était pas empierré, il y avait rien du tout. Et voilà. Donc du coup, c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête quand vous étiez gamin, de faire un truc ici? Il y avait un peu ça, ouais. Il y avait un peu ça, ouais. On passait les étés, on se baignait dans le trou d'eau, quoi. On ressortait tout rouge parce que c'était l'argile. Mais bon, c'était des souvenirs d'enfance, quoi. Ok. Voilà. On peut aller voir ce bassin, peut-être? Bien sûr. Voilà le bassin. C'est plus rouge. C'est plus rouge. Ah, elle est translucide l'eau maintenant. Elle est claire. Il n'y avait pas un caillou ici. Tous les cailloux que tu vois, on les a tous amenés. Tous les murs, les enrochements, le mur de soutènement là-haut. Et avant d'attaquer, on a quand même fait le chemin que vous avez pris pour monter là. L'accès qui n'existait pas, 800 mètres. 800 mètres. 800 mètres de piste. Donc, je pense qu'entre le chemin, le bassin, les murs en pierre et tout, il y a au moins 3000 tonnes de cailloux, quoi. 3000 tonnes de cailloux, ok. Voilà, c'est ça. Bon. Voilà, ça en fait quand même. On peut voir les poissons aussi, du coup. Sans tricher, hein. Pourquoi les poissons?
Ben, pour faire joli. Hein. Pour faire joli. Il y a de l'eau, de la végétation, une cascade, des carpes, c'est quand même... Pour l'écosystème un peu aussi. Non, pas trop, parce que c'est une opération neutre. Ce qu'on veut quand on filtre le bassin, c'est d'enlever de la matière organique. Donc le poisson, lui, ce qu'il ingère, il le rejette dans le milieu. Donc c'est une opération nulle. Ce qui compte, c'est les filtres. Ça, les filtres, la végétation, elle pousse. Et chaque année, on coupe tout ce qui a poussé, donc ça, on l'enlève du système. L'entretien, proprement parler, c'est pas énorme. Hein. C'est juste couper les plantes, c'est pas compliqué, quoi. Après, l'écosystème, il y a quand même des poissons, il y a quelques barbeaux, il y a quelques poissons d'ici. Les crapauds qui viennent se reproduire dedans, t'as des têtards chaque année. Okay. Je pense que ça aide, quoi. Alors, t'as les hirondelles et les chauves-souris, elles font du rase-motte, elles mettent le bec dans l'eau. Ouais. Et elles boivent, elles te laissent une petite traînée sur l'eau, là, et puis après, elles repartent. Pour reprendre, du coup, la transition, j'ai l'impression qu'il y a une transition entre la société de transport et ce projet, qui est le voyage. Vous avez décidé de partir en voyage entre deux pour pouvoir faire une sorte de... Ouais, c'était un peu un ras-le-bol. Après notre aventure comme transporteur, François il m'a dit, je veux faire 1000 km à pied. À vitesse naturelle. J'ai dit chiche, donc on est parti au Chili. Et on a marché. Avec mon épouse est chilienne. On a compris. Et on a marché pendant 2 mois et demi en continu, sac à dos. On s'arrêtait un jour par semaine, quoi, pour se reposer, mais on a marché, on a dû faire 2000 km à pied à peu près. Et là, en même temps, on réfléchissait à ce qu'on pourrait faire en rentrant. Alors, évidemment, on a continué à faire la route en tant que chauffeur pour gagner des sous, il fallait bien manger. Okay. Mais en alternance, on travaillait quelques mois. Après, on travaillait sur le chantier, sur le bassin. Et c'était pendant le voyage. Un coup, lui, il faisait la route. Moi, je travaillais ici. Un coup, je faisais la route. Lui, il travaillait ici. Et ça, on a fait ça pendant 4 ans pour faire le chemin et le bassin, on va dire. Et c'est ce qui vous a permis, en fait, de pouvoir lancer ce projet, on va dire, économique. Il fallait le financer, quoi. Il fallait quand même le financer, ouais. Et vous aviez déjà une perspective de combien ça allait vous coûter, de combien de temps ça allait vous prendre? Aucune idée. Non. On y est allé. Vous le vouliez, vous y êtes allé, quoi. Voilà, c'est ça. On le faisait un peu pour nous, quoi. Au départ, c'était un lieu on savait pas vraiment. D'enfance. Et on voulait faire quelque chose pour nous. On savait pas vraiment ce qu'on voulait faire. On aurait pu faire un petit camp de camping, on aurait pu faire... et puis quand on a eu fini le chemin, le bassin, on a dit on met une caravane, on vend des sandwichs et on démarre quelque chose. Et finalement, on n'a jamais vendu un sandwich, on a fait restaurant tout de suite. Ok. Et voilà. Parce qu'on a un bon ami restaurateur qui était à Metz, là, qui est venu nous aider à ouvrir. Ouais. Et il nous a tout de suite montré un peu les ficelles. Il nous a dit, mets un four à pizza. Donc on l'a écouté et voilà, quoi. Bon, au début, ça ressemblait pas du tout à ça, quoi. Non, parce que vous avez démarré, du coup, avec la caravane c'est laquelle? Il y avait la roulotte, sans la partie arrière ni la partie de devant. Il y avait déjà un four à pizza, mais c'était pas le même, il était beaucoup plus petit. Il était à l'extérieur, donc quand il pleuvait, j'étais sous la pluie. Et la terrasse, là, elle faisait un tiers, tout juste. Là où il y a la séparation. Au niveau du pain, ça arrivait, quoi. Voilà, elle arrivait là. Une petite terrasse, quoi. Et quand il pleuvait, on n'avait rien. C'était la partie où maintenant, où on a les machines à café et d'où on fait partie les desserts. C'était la seule partie couverte qu'on avait où on pouvait mettre les gens à l'abri. On pouvait mettre une douzaine de personnes à l'abri pour manger quand il pleuvait, quoi. Vous avez commencé en quelle année? 2011. 2011, 13 ans. C'était que du bouche à l'oreille. Et toute cette déco, du coup, vous êtes inspiré de quoi? Je sais pas, je pense que les voyages, ça a dû jouer. Okay. La région dans laquelle on habite, ça a dû jouer. Quand tu regardes mes murs, c'est plus le mur du canton de l'Air à Saint-Ferriol que des murs... tu vois, c'est ça qui nous plaisait, quoi. Et le voyage, il nous a permis, quand on était au Chili, tout ça, on réfléchissait à ce qu'on allait faire et on avait ce point d'eau là, enfin ce trou. Et on s'est dit, on pourrait créer un petit quelque chose. Parce que moi, personnellement, à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression d'être en Amérique latine. Mais vraiment. J'ai l'impression d'être dans ces endroits où quand on arrive dans un lieu en voyage, on se dit, c'est juste paisible. C'était l'idée, c'est en voyageant, exactement ce que tu viens de décrire. On se dit, c'est ça qu'il faut qu'on donne. C'est pour le plaisir des gens, quoi. Et c'est ça qu'il faut que les gens ressentent en arrivant, qu'ils se disent, waouh, putain, je me pose. Ce qui ressort là, les gens quand ils viennent manger, souvent, même les gens de Quillan ou même des Verrioles, les gens ils disent ça dépayse. On a l'impression d'être en vacances.
Exactement, alors qu'ils sont à 10 km de la maison, quoi. C'est rare de trouver un lieu comme ça en pleine nature. En plus, on voit rien quand on monte. On arrive, même quand tu t'es garé, que tu montes à pied, tu sais toujours pas ce qui t'attend. Et quand tu arrives, tu as toutes les lumières. C'est vrai que j'ai eu des réactions de certains clients là, le soir, par exemple. Puis il y a plein de monde, il y a l'ambiance, il y a le bruit, il y a la musique. Toutes les lumières allumées, là, je suis où là? ça me fait rire à chaque fois, ça me fait sourire. Ce qui est plus rigolo encore, c'est des gens des fois qui voient le panneau au bord de la route, qui montent comme ça, des gens qui sont de passage, quoi, et qui montent comme ça pour dire, on va voir, qui osent monter pour voir ce qui se passe, et puis ils arrivent là, ils sont un peu... Ils n'ont pas vu sur internet, ils n'ont pas vu nulle part, ils disent je suis où là? Et je vous avais parlé de la psychologie pour pouvoir entreprendre. Alors vous avez l'âme d'entrepreneur parce que vous avez démarré oui, toujours. Mais quand même, est-ce que pour démarrer ce projet-là, vous personnellement, vous avez eu des freins, et si oui, lesquels? Financier, ça c'est sûr. Il fallait quand même trouver les sous. Après, bon, on n'a jamais trop roulé sur l'or, donc on avait un peu l'habitude, on va dire. Et des freins, ouais, le travail, quoi. Mais bon, le travail, si on est motivé et qu'on a envie de travailler, c'est pas notre sac, il y a du boulot, quoi. Il faut oser, mais après, il faut s'y tenir, quoi. Faut pas lâcher le morceau. C'est sûr que quand on bouge des gros cailloux, au bout d'un moment, ça fatigue, mais voilà, quand on voit le résultat qu'avance petit à petit, on se dit, bon, ça vaut le coup. Puis même quand on avait ouvert, il y a eu des années où les fins de saison étaient dures parce que finalement, on n'avait pas fait le chiffre. Il faut s'accrocher, on a fait des chantiers un peu à droite à gauche, on s'est débrouillé pour continuer. Et qu'est-ce qui vous a fait maintenir ça? Parce qu'au final, ça a duré plusieurs années quand même. Ouais. Donc 4 ans de travaux, c'est ça? Pour juste les chemins, oui. l'aménagement. Et après, c'est seulement... Chaque hiver, on a rajouté, chaque année, on a amélioré, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que vous disiez, on lâche pas, on continue, on y va? Quand tu vois le chantier avancer, déjà aussi, ça motive. On voyait les possibilités aussi. Les possibilités. Ouais, on se disait qu'on était capable de faire quelque chose qui tienne la route, qui allait un jour nous permettre de se gagner la vie comme il faut. Et donc, on s'est accroché, quoi. On a dit... ça vaut le coup. Si à un moment donné on s'était dit ça sert à rien, on n'arrivera à rien, on aurait lâché le morceau sûrement. Ouais. Ou on aurait juste gardé ça pour nous et on aurait fait autre chose, quoi. Ouais. Mais on voyait qu'il y avait un bon retour, les gens ils se régalaient, on voyait qu'en se professionnalisant on arriverait à un résultat qui serait correct. On arrive un peu. C'est sûr, je pense qu'avant qu'on ouvre, il n'y aurait pas grand monde qui aurait misé une pièce sur nous, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de gens, quand ils nous ont vu commencer à décaisser le chemin, à faire à dire, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont fous. Ils vont faire un truc dans la forêt, là. Voilà. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit, au début, on parlait entre nous, ils vont tenir 6 mois. Dans 6 mois, c'est bouclé. Et ils rigolaient, ils me disent, ça fait 13 ans, t'imagines? Wow. Franchement, bravo. Et tu m'avais parlé hier de potentiels freins qui étaient peut-être l'environnement, la famille ou autre. Vous avez... C'est sûr que ça, c'est comme toute entreprise qui se développe. Quand tu t'investis à fond dans ton boulot, si tu passes beaucoup de temps, forcément, ta vie familiale, elle en prend un coup. Tu peux pas mener tout de manière parfaite sans qu'il y ait des hauts et des bas, quoi. Okay. Oui, et puis à un moment donné, on n'a jamais roulé sur l'or non plus, quoi. C'est-à-dire, si tu gagnes de l'argent, que tu as un projet comme ça, tu remets tout à chaque fois dedans, et les vacances, les restos, les trucs, les machins, forcément, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Bon, c'est quand même fait quelques voyages, quoi, mais voilà, quoi, c'est... Donc malgré tout, à chaque fois entre deux, vous arriviez à vous partir en voyage? De temps en temps, ouais. On savait voyager, pas trop cher, donc on y allait. Okay. Le plus cher, c'est le billet d'avion en général. Si tu as un peu voyagé, tu sais de quoi je parle. Ouais, sac à dos. Et aujourd'hui, vous arrivez du coup maintenant à combiner la vie pro, la vie perso, les voyages? Ça va un peu mieux, ouais. On arrive à... Oui, maintenant je pense quand même qu'on a une vie un peu plus correcte, quoi. Parce que là, vous ouvrez pour la saison estivale, l'été? Mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais. Ok. Et l'hiver, vous êtes sur d'autres projets, j'imagine, c'est ça? L'hiver, chaque année, on arrange quand même. On améliore. Hein. Parce que là, aujourd'hui, vous avez quel âge? Moi, j'ai 53, il a 52. 53, 52. Vous êtes
encore jeune. Ouais, oui. Ouais. Si les saisons, c'est intense, tu sais, c'est le truc pour les... Quand t'as 30, 40 ans, quand t'arrives à 53, tu commences à dire ouf. Est-ce que vous avez eu un moment de doute où vous vous êtes dit vas-y, on arrête là, c'est bon, on abandonne quoi? Bon, Non, pas vraiment, je crois pas. Non. Il y a eu des moments où des tensions entre nous. S'engueuler une paire de fois, ouais. Trouver des solutions pour Mais de doute vraiment ou de se dire ouais, on laisse tomber, on fait autre chose, non. En vrai, non. Vous avez, après, est-ce que c'est est-ce que c'est un peu de l'inconscience ou je sais pas, mais non, du doute, non, pas vraiment quoi. Il faut être obstiné. Le mot c'est ça, il faut être obstiné. Si tu veux avancer dans un projet comme ça, il faut être obstiné. Se dire j'y vais. Déterminé quoi. Oui, il faut déterminé, c'est sûr, et obstiné quoi. Obstiné, c'est le bon mot. Ça marche pas d'une manière, et tu trouves la solution d'une autre manière. C'est vrai, il faut s'adapter, il faut trouver des solutions. Vous avez un avantage et aussi peut-être un combat des fois, je sais pas, mais c'est d'être à deux. Non, on s'entend bien. Ouais. Oui, c'est sûr que ça aide. Quoi. On se connaît bien, ouais. Ça aide. Vous vous connaissez bien. On a toujours bossé ensemble. Ok, ouais, donc pour vous c'est... Donc même quand il y a des tensions, l'autre voit ce qui se passe et à un moment donné il y a un qui cède, qui dit bon allez, il est fatigué. Il faut s'entendre sinon tu voilà. Des fois il faut savoir laisser passer le moment critique et revenir sur le sujet quelques temps après pour mettre les choses au point, pour éviter d'avoir quelque chose qui te pèse sur le cœur après, que tu n'auras pas dit. Mais c'est pareil avec tout le monde, je pense. Avec les employés, c'est pareil. Des fois, on peut avoir un coup de gueule et puis 2-3 jours après, le voir, lui dire excuse-moi, j'étais un peu énervé ou il y avait le stress. Mais quand même, la prochaine fois, essayer de faire comme ça plutôt que de faire comme ça. Enfin, voilà quoi. Et donc, du coup, est-ce que vous pensez si vous avez, enfin, que ce soit toi ou toi, si vous aviez été seul dans le projet, ça aurait été, qu'est-ce qui aurait changé? Non, je l'aurais pas fait. Vous l'auriez pas fait? C'est parce qu'on était deux qu'on l'a fait, sinon on l'aurait pas fait. Ça ne sait rien, seul dans le projet c'est une autre vie, alors je sais pas. Le pouvoir d'être deux, ça a quand même sa magie quoi. Bah je pense que oui quand même. On répartit les rôles quand même. C'est inspirant de voir une relation comme ça entre frères. Là vous avez une anecdote pour ce projet? Pour ce projet, je sais pas. Un truc. Les orages. Les orages. Quand il pleut et que j'ai la terrasse pleine à craquer là. Toutes les tables sont pleines là, et qu'il faut que je fasse migrer tous les clients sur la terrasse du haut. Oh là là, ça pour moi c'est la hantise. Déjà que c'est tendu sans l'orage, quand l'orage arrive, je dis pas. C'est ma pire peur pendant l'été en général. On va parler peut-être des pierres. Par rapport. C'est votre projet à vous les pierres ou c'est le magasin. Les minéraux. Les minéraux. Bon, les pierres c'est notre passion puisque rien que tous les murs et tout ça. Oui, déjà. Et en fait, quand j'ai fait le grand mur en gros, je voulais mettre des lumières dans le mur. Okay. Donc, j'avais regardé en France, cherchais pas mal de choses. Au début, je voulais trouver des roches de verre, qu'ils appellent. C'est des gros morceaux de verre comme ça qui j'ai pas trouvé. Puis après, je me suis dit, je pourrais faire ça avec des agates, parce que quand j'étais petit, je regardais les agates comme ça, je trouvais ça magnifique. Okay. Les tranches d'agates. Et donc, en France, c'était hyper cher. Et comme j'ai mis un OSG, je me suis dit, je vais partir au Brésil. Comme j'ai vu que c'était au Brésil que ça se vendait pas trop cher, on va dire. Donc, je suis parti au Brésil pour acheter les agates. Ok, comme ça. Ouais, mais bon, c'était pour faire le voyage en même temps, quoi. J'étais déjà allé au Brésil. Okay. Et c'était en plus pour voilà quoi, ça me donnait une raison d'aller au Brésil quoi. Et arrivé là-bas, quand j'ai vu tout ce qu'ils avaient, les pierres, les améthystes, les cristal de roche, tout ça, on venait de refaire le chalet là, et j'ai dit à Sébastien, si tu veux, on pourrait essayer de faire une boutique. Et voilà. Ok. Donc c'est vous qui faites les lampes. C'est moi qui fais les lampes. C'est toi qui fais. C'est nous. Ouais, il m'a aidé la dernière fois quand même. Wow. Et les luminaires qu'il y a dans les murs, comme là. Ouais. Voilà, partout. Aussi, et là-haut, ouais. Mais ça, le début, c'est là-haut, quoi. C'est quand j'ai fait le mur. J'ai dit, à faire un mur, autant mettre des lumières dedans, à le faire, autant le faire en faisant le mur, quoi. Mais ça aussi, tu vois, il fallait oser, quoi, parce qu'il est arrivé là-bas, il m'a appelé, il me dit, ouais, il y a des maisons de pierre, donc il y avait un choix extraordinaire entre les améthystes et les agates, il y a de tout. Il me dit, ouais, on peut organiser une expédition, mais je crois que c'était $5 000 minimum pour pouvoir expédier.
Il fallait dépenser 5 000 $. Il Il m'appelle, il dit, ouais, on fait une boutique, on dépense tant et tout. Je dis, mais il faut oser y aller. Faut oser. Ouais, voilà, ouais. Faut oser parce qu'en plus, on l'avait jamais fait, donc il y a toutes les histoires de douane, transitaire en douane, etc. Et puis, est-ce que c'est tout est fait sur la parole, quoi. Est-ce que le mec, il va expédier la marchandise, etc. Bon, après, c'est des grosses boîtes, donc, on était c'est sérieux quand même, quoi, ça va. Mais bon, voilà, c'était tout un processus, il fallait réfléchir au truc et oser. Toujours pareil, moi je pense que vous êtes lancé, le fondamental c'est le culot, quoi. C'est un petit. Faut avoir un peu de culot, faut réfléchir quand même, faut pas faire n'importe quoi parce que t'as vite fait de te retrouver dans la panade. Mais si t'as pas un peu de culot, c'est un petit à côté la boutique, quoi. C'est pas, ça marche, oui, c'est. On n'a pas le temps. C'est un petit à côté, quoi. Mais ça. C'est pas assez rémunérateur pour pouvoir payer quelqu'un qui tiendrait la boutique en permanence. Donc voilà, c'est le petit truc qui fait l'émerveillement aussi des lieux, quoi. Ben oui, et puis bon, moi je suis content de mes lumières partout, quoi. Ouais, ça donne un style, une ambiance le soir qui est quand même très agréable, quoi. On peut aller voir le magasin peut-être. Voilà, si tu veux. Ouais, bien sûr. Faut l'allumer. Ouais. Mais c'est surtout si vous avez des conseils, plus psychologiques, tout ça, pour pouvoir se lancer sur le côté mental, sur le côté économique aussi. Ouais. Parce que là, vous êtes peut-être plus en mode j'y vais, j'ai pas peur. Ouais, c'est ça. On a fait 2-3 crédits quand même. Et ça, c'est intéressant d'en parler peut-être, si ça vous dérange pas, de dire on a fait des crédits pour ça, parce que il fallait le faire, donc du coup, on a fait un business plan. Si vous avez fait un business plan. Non, on n'a pas fait de business plan. On a fait au fur et à mesure 2-3 petits crédits pour financer. On a échelonné, quoi. On a fait genre 20 000 € une année. Le premier crédit, là, c'était. 3 ans après, on a refait 20 000. Tu vois, et. Ok, donc au fur et à mesure, ça filme. Okay. Donc au fur et à mesure du projet, en fait, selon les besoins, vous alliez voir principalement la banque pour pouvoir renflouer, quoi. C'est ça? Ben, renflouer ou financer, quoi. Oui, on anticipait quand même. C'était pas parce qu'on était dans la. On prévoyait une extension, on prévoyait des travaux et on a dit, ben ça, on le finance. On a trouvé le moyen de se le faire financer, quoi. Au tout début, avant de l'ouverture, on a fait un crédit de 20 000, je crois. Ouais, au tout début, en fait, on a travaillé, on a fait la route pendant 10 mois tous les deux à fond. Ok. Sur fonds propres, du coup. Voilà, et on a mis les sous de côté. Comme routier, entre les frais de route, tout ça, on avait quand même un joli petit salaire. On a réussi à avoir 20 000 € devant nous. On avait déjà une base, on a fait un autre crédit. Et après on a attaqué, quoi. Et après l'ouverture, on a refait le deuxième petit crédit et après on a refait encore un troisième. Ouais, il y a eu 3 en tout. Et donc au départ, les premiers crédits sur 10 ans, quoi. Comment les banques ont eu confiance en vous? Ben, sur un projet, ils prêtent. Okay. Il faut faire un prévisionnel et puis si t'as l'air sérieux, ils prêtent. Après, voilà, tout se négocie, quoi. Non, le premier crédit, en fait, j'avais signé un CDI, en tant que routier. D'accord, ouais, donc ça a joué quand même, voilà. Le fait d'avoir le tout premier crédit. J'avais signé à la fin pour manière d'avoir mon crédit, c'est tout, parce que en général, j'étais un CDD, quoi. Ok. Donc vous avez fait au fur et à mesure en vous disant, ok, on va faire cette partie-là déjà, c'est l'idée qu'on a pour l'instant. Vous l'avez développée. Vous l'avez mise en route, et puis après, au fur et à mesure, de nouveaux trucs sont arrivés avec des extensions. Ben voilà, on voyait qu'il fallait acheter du matériel pour la chambre froide, les frigos, le piano pour faire la cuisine, il fallait de l'argent. Donc on a dit l'année prochaine, il faut qu'on rénove la cuisine, on la modernise, quoi. Okay. On change de matériel pour avoir du matériel performant, pour pouvoir travailler toujours pareil, c'est un cercle vicieux. Hein. Plus tu travailles, plus tu te dis il me faudrait ce matériel, et plus tu as du matériel, et plus tu te dis ouais, je travaille encore mieux, donc il me faut encore du matériel. Ouais. Et donc au fur et à mesure, tu montes en puissance. Hein. Mais bon, quand tu commences à travailler, et que tu as le chiffre d'affaires et que tu commences à rentrer l'argent, c'est quand même plus facile d'aller voir un banquier que quand tu n'as rien eu. Oui, voilà. Surtout c'était des petites sommes. C'était des petites sommes. Il n'y avait pas des 20 000 €. Je veux dire, sur 10 ans, on était deux pour une business, même si c'était pas un chiffre d'affaires extraordinaire au départ. Ils savaient très bien qu'on arriverait toujours à le rembourser, quoi. C'était pas. C'est intéressant. Tu emploies tout le temps le mot se professionnaliser. Ben parce qu'on n'était pas du tout du métier au départ. Hein.
Okay. On était routiers. Hein. Et donc, du coup, c'est en vous professionnalisant, c'est-à-dire en allant vraiment dans le concret de la chose en tant que restaurateur, du coup. Voilà. Que vous avez, se rendre compte du matériel qu'on a besoin. C'est ça. Et du coup, que la machine a fonctionné encore mieux. Voilà, ben oui. Et des capacités qu'on a et de ce qu'on peut faire et l'évolution qu'il peut y avoir, quoi. Vous n'avez pas hésité à faire des crédits à des personnes qui ne l'auraient pas fait et qui auraient essayé de travailler, de faire ça sur encore plus de temps plutôt que de faire sur 4, l'aurait fait sur 10, à acheter du bois au fur et à mesure et ainsi de suite. Vous êtes lancé dans ce projet, dans cette idée de faire un crédit. Ouais, après, le temps, il passe quand même aussi, tu sais, tu vieillis, hein. 10 ans, c'est beaucoup, hein. Tu te démotives aussi, peut-être. Puis bon, on a investi sur le projet, mais pas n'importe comment. Quand on a ouvert, la mayonnaise, elle a pris tout de suite. On a vu que les gens, ça leur plaisait, qu'ils venaient. Donc, on voulait développer l'histoire, mais on savait que ça marcherait. Parce que on avait eu les premiers retours, quoi. Ok. Donc ça, vous êtes adapté. Voilà. On l'a pas fait d'entrée. Peut-être qu'avant le projet, si on avait fait un gros crédit, on aurait eu beaucoup plus de soucis, quoi. On aurait été beaucoup plus stressé, quoi. Alors que au fur et à mesure, ça nous a permis de voir que quand même le potentiel était là et que voilà, quoi. Je trouve intéressant, enfin, en tout cas mon point de vue, c'est que dès l'instant où on prend cette décision de se lancer dans un crédit et de pouvoir monter le projet sur une autre dimension entre guillemets, du coup on se met dans un engrenage. Ah, ça c'est clair. Qui est pas forcément négatif, moi je le vois positif, parce que du coup on s'active au quotidien dans un projet qui va nous animer et qui va être encore mieux et qui va vraiment être à l'échelle de ce qu'on imagine. Après on peut parler, je sais pas si c'est bien de le dire ça pour les gens. Ici on a un peu tout fait à l'arrache malgré tout, quoi. On a mis un mobil-home pour faire la plage. Un châssis de mobil-home, on a construit la plage dessus, on a mis un châssis de caravane, on a construit la cuisine dessus, okay. En se disant c'est sur roue, on a le droit de le faire. Bon, en fait, on n'a pas vraiment le droit. Et quand on a ouvert, après, toutes les administrations sont venues nous voir en nous expliquant qu'il fallait déposer les permis construire et tout ça. Bon, ils ont joué le jeu. L'activité a marché, ils ont vu que c'était quelque chose de serein, que c'était pas un rassemblement de loufoque ou voilà, c'était une vraie activité économique. Donc toutes les administrations ont joué le jeu, si tu veux, pour que ça avance, mais ça a été compliqué quand même, quoi. Oui, donc vous êtes parti plus du principe nous on veut quelque chose, on avance, on le fait, et on verra après les autorisations. Voilà, c'était quand même un risque aussi, au quoi. départ on voulait pas faire un restaurant, au départ on avait dit on va mettre une caravane pour faire un sandwich, et on s'est laissé emporter par le mouvement, quoi. Je sais pas si on avait vendu le sandwich, je sais pas si on serait encore là aujourd'hui. Non, l'activité aurait été différente, on aurait peut-être pas gagné de l'argent, on aurait peut-être arrêté, voilà, quoi, ça s'est passé comme ça s'est passé. Après il y avait quelque chose, c'est que le chalet il existait déjà parce que mon père l'avait fait quand j'avais une douzaine d'années, quoi. Donc le truc était constructible là, tu vois. Okay. Donc quand on l'a refait, on était dans les règles et en dessous ils ont joué, c'est vrai qu'ils ont joué le jeu, mais parce qu'ils ont vu qu'on était sérieux, ils ont vu qu'on faisait quelque chose qui tenait la route et ça plaisait. Il y avait un bon retour, les gens du coin venaient et voilà, c'est un projet qui plaisait, quoi. Celui qui dit non à ça. Il y avait quand même un petit risque. Je veux dire, on a fait la chose, s'ils avaient voulu nous fermer, ils auraient pu nous fermer. Mais est-ce que quelqu'un qui entreprend sans risque? Non, il y a toujours un risque. Non, c'est sûr. Clair, Mais bon, voilà, il faut être conscient de... Il y a toujours des risques, quoi qu'il arrive. Même si tu as tout prévu, même si tu as de l'argent, mais tu peux être malade, tu peux avoir des problèmes dans la famille, tu peux avoir des tas de choses qui arrivent et qui font que, boum, tu peux pas continuer, quoi. Ouais. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, hein. Le mec qui entreprend quelque chose, il prend un risque. Et d'ailleurs, du coup, si vous aviez un conseil chacun à donner pour quelqu'un qui veut entreprendre, mais qui n'ose pas encore le faire pour l'instant, qui n'ose pas passer le pas. Déjà d'être bien conscient de ce qu'on fait. Si on prend le risque d'entreprendre, d'être prêt à assumer les conséquences si jamais ça part en quenelle, quoi. Si jamais et prévoir toujours prévoir de se dire, et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? La sortie de secours. De se dire, bon, mais si ça marche pas, est-ce que je peux aller retravailler là où je travaillais avant? Est-ce que je peux refaire cette activité parce que c'est ce que je sais faire? Ok, donc anticipation.
Et on est sur la fin, mais du coup, maintenant, si vous deviez présenter Pétanque Poulet Bicyclette, c'est comme ça que ça s'appelle? Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi? C'est un restaurant. C'est un restaurant, oui. Restaurant avec une cuisine familiale. Je suis pas sûr que. Moi, j'aurais dit plutôt c'est comme un voyage, quoi. C'est comme un voyage. Ben oui, t'arrives ici, t'es en voyage. C'était l'idée au départ et c'est resté ça. C'est resté ça. Pétanque et poulet bicyclette. Poulet bicyclette, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique noire. Quand on va en Afrique noire, on mange du poulet bicyclette. C'est les lampes, les minéraux, ils viennent du Brésil. Je veux dire, voilà, j'ai des gens de toutes nationalités qui viennent, des Américains, des Anglais, des Australiens, des Italiens, des Espagnols. Voilà. Et c'est de l'amour aussi, parce que tous les murs en pierre, tout ça, c'est fait avec amour. L'endroit est fait avec amour. Non, mais c'est vrai. C'est notre ici, c'est notre enfance et on l'a fait à notre goût et avec amour. C'est comme ma cuisine, je la fais avec amour. On peut pas être d'accord avec tout le monde, mais moi, ce que je fais dans l'assiette, je l'aime et je le fais avec amour. Comme si c'était pour toi. Voilà. Donc ton plat phare du coup, c'est quoi? Alors bon, il y a le poulet bicyclette évidemment, mais c'est le poulet cuisiné à l'africaine. Okay. Mais je préfère le plat du jour que je fais. Les plats que je mets à mijoter toute la nuit dans mon four à pizza, là, ça je trouve que c'est fabuleux, quoi. Donc c'est une bonne viande, d'ailleurs en plus, pour être venu plusieurs fois, à chaque fois c'est un morceau assez conséquent, je trouve. On est généreux, quoi. C'est une grosse pièce de viande qui fait cuire dans le four à pizza toute la nuit, en fait. Il vide le four. Je prépare genre des épaules de veau, je fais souvent. Okay. Et je les prépare avec de l'oignon, des pommes ou des raisins ou en tagine ou du romarin avec de l'ail tout simplement et du vin blanc et je mets ça toute la nuit dans le four et le matin c'est confit. J'ai pas besoin de couteau pour la découper, quoi. C'est l'heure arrive. Voilà. Et du coup, pour clôturer, si les gens veulent vous contacter ou vous retrouver sur Internet, quoi que ce soit, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? J'ai un compte Facebook où j'ai 5000 amis, quoi. C'est comme ça que je communique principalement à l'ouverture, tout ça, parce que les gens partagent les vidéos que je mets. Donc le nom sur Facebook, c'est quoi? C'est mon nom, c'est Jean-Sébastien Balle. Battle, B-A-T-2-L-E. B-A-T-2-L-E. Voilà. Après, on a sur Google, les gens nous trouvent. Tout simplement, tu tapes sur Google, tu tapes poulet bicyclette, même Quillan, pas obligé de taper Saint-Ferriol, et tu tombes sur notre page, là, il y a les numéros de téléphone, les horaires d'ouverture, les avis. Facebook, Sébastien. Battle. C'est un nom catalan, c'est Balle, mais c'est B-A-T-2-L-E. Ok. Ou alors, sur Google Maps, pétanque poulet bicyclette dans la zone de Quillan. Poulet bicyclette. Ouais, Quillan, Espérada, dans un coin. Poulet bicyclette Quillan et on arrive dans les premiers. On est sur Google, on est sur poulet bicyclette, il y a que nous dans le coin. Le petit futé, etc. quoi. Merci pour votre temps. Merci à toi. Merci à vous. Partager tout ça vraiment. Et puis pour ce que vous nous offrez à chaque fois qu'on vient. Et ça fait plaisir. Et puis voilà. Voilà. Merci. Impeccable. Merci. À très bientôt. Ici pour manger. Et pour avoir un petit mojito à l'occasion. Oui. Paola, c'est la pina colada. Ah, elle adore ça, d'accord. Mais les caipirinhas, par exemple, ça vient du Brésil. Mais on fait pas les caipirinhas en regardant la recette sur Internet. On a été au Brésil, on a bu les caipirinhas, on a regardé comment ils les faisaient, et on en a bu beaucoup pour les faire bonnes aujourd'hui, quoi. Parce que chaque fois tu oublies la recette, c'est ça? Más energía. Poulet bicyclette. Poulet bicyclette. 1, 2, 3. Poulet bicyclette. Bon voilà, encore un projet super inspirant. Enfin moi perso, c'est un endroit dans lequel j'adore venir. Parce que j'ai toujours l'impression d'être dans un autre pays. J'ai pas l'impression d'être en France quand je viens ici dans la forêt. Le soir avec les lumières, c'est juste ouf. Mais voilà, l'idée de deux frangins qui se disent tiens vas-y on va monter quelque chose et puis on construit une route. On fait toute cette terrasse en bois. On n'a pas peur de relever ses branches et puis de suer un petit peu et puis tout simplement on va monter le projet qui leur tient à cœur. Ça je trouve ça juste génial.
vivre la vie de ses rêves.